Et voilà, salut à tous, salut à toutes, bienvenue. Bon, ça fait longtemps qu'on s'était pas revus. On avait pris l'habitude de se retrouver au moins une fois, si ce n'est plusieurs fois par semaine. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas parlé ensemble. Ça fait du bien de vous revoir. Alors salut tout le monde, alors bonjour Jojo, bonjour Zygomatix, salut Sinerta, Generali, Clepsydre, Rodi, Gifreux, Albireo et Papy Mollusque. Voilà, bien sûr, on dira bonjour régulièrement à tous ceux qui viendront et qui nous rejoindront petit à petit pour ce rendez-vous, donc ce nouveau rendez-vous du planétarium de la ville de Vaux-en-Velin. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on se voit moins sur la chaîne Twitch du planétarium? Eh bien tout simplement parce que il a fallu préparer la rouverture du plané et donc en tant que médiateur scientifique au planétarium, justement j'ai fait partie du lot. Donc on a fait une rouverture hier, mardi, pour le 1er juin, qui s'est très bien passé avec des classes qui sont venues nous voir, une jauge encore un petit peu limitée pour l'instant, et puis qui va s'étendre petit à petit au fur et à mesure que la situation va évoluer. N'hésitez d'ailleurs surtout pas, si vous voulez, à venir nous voir. On sera ravis de pouvoir discuter avec vous avec masque et distanciation. Voilà. On se retrouve donc tous ensemble ici une fois par mois, hein. Je vous rappelle, tout cet été, on se retrouvera donc à chaque fois le premier mercredi du mois. Voilà. Pour ce JT du ciel, où traditionnellement je vous prends un ou deux articles scientifiques qui sont sortis il n'y a pas trop longtemps sur des sujets qui sont liés au domaine de l'astronomie en général. Et puis ça permet évidemment de parler de la recherche, de ce qui se fait en ce moment, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de ce qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, mais pas de ce qui sort, des sujets chauds. Donc je vous ai trouvé deux sujets plutôt sympas que j'ai résumés d'ailleurs dans le titre de la vidéo. On va en parler à partir de maintenant. Voilà. Et ben on y va. Allez, on va pas perdre de temps. Première chose. Alors le premier sujet dont on va parler est totalement lié à ce qui se passe en ce moment en France. Salut Polo, bienvenue. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en France? Je suis allé tout à l'heure sur le site de Météo France pour vous donner les prévisions météo de ce week-end. Donc vous voyez que samedi après-midi sur la France métropolitaine, effectivement je ne parle pas des DOM et des TOM, sur la France métropolitaine, eh bien, on voit que le temps va être très mauvais. Et oui, on fait de tout en astronomie, même de la météo. La météo fait déjà un peu partie du domaine de l'astronomie, puisqu'on lève déjà les yeux au ciel pour savoir ce qui s'y passe. Donc, vous voyez, on aura que la Normandie et la Bretagne qui seront épargnés samedi. Et puis si on regarde dimanche, ça sera pas mieux. On aura un ciel qui sera plus ou moins couvert. Plus ou moins couvert, avec toujours une moitié de la France qui sera sous la pluie. Et bien ça tombe bien, parce que le premier sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est de la pluie, tout simplement. Salut NS, merci de ta prévenance. Effectivement, cette fois-ci, je suis en live et c'est volontaire, contrairement à cet après-midi où j'ai lancé le bouton du stream sans faire exprès. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la pluie. Alors vous allez me dire tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu nous parles de la pluie? Alors je ne vais pas vous parler de la pluie sur Terre, mais en fait de la pluie, et la question c'est est-ce qu'il pourrait y avoir de la pluie ailleurs dans l'univers? Voilà, sur d'autres planètes par exemple. Et ben, c'est le sujet dont on va commencer à parler maintenant. Alors juste avant que je vous montre l'article, le premier article que j'ai choisi, je voudrais revenir sur un petit point de détail qui me paraît très important. Donc on va y revenir histoire qu'on soit bien tous d'accord. Si je vous demande quelle est la forme d'une goutte de pluie, alors je sais ce que les enfants me dessineront, mais a priori, si je vous pose la question, j'espère que voilà, Zygomatix qui tombe dedans et qui me dit elle a une forme de goutte. Eh ben non, pas du tout. Ni Polo ni Zygomatix, elle a pas du tout une forme de goutte. Ça, c'est pas une goutte de pluie. Ça n'existe pas dans la vraie vie, ça.
Ça, c'est très bien dans les bandes dessinées, c'est très bien quand on fait des dessins, mais une goutte de pluie, ça n'a jamais eu cette forme pointue. Je vais vous montrer d'ailleurs la seule petite vidéo du coup que je vous ai récupérée aujourd'hui pour vous illustrer ça. Si on regarde, si on filme la pluie tombée dans une flaque et qu'on passe ça au ralenti, et ben voilà à quoi ça ressemble. C'est pas un trait non plus, c'est une boule, c'est une sphère. Une goutte de pluie, une goutte d'eau, hein, parce que sur Terre la pluie c'est de l'eau, eh bien c'est des petites sphères. Alors c'est très beau, c'est même carrément hypnotique, hein, c'est presque de l'ASMR pour les yeux. Mais on se rappelle effectivement que les gouttes de pluie, ce sont des petites billes. Un, deux, test, c'est bon? Ok, je pense que ça va être bon. Voilà. Quelle forme est-ce que ça peut avoir? Alors l'article dont je vais parler commence à en parler un petit peu, effectivement. Une goutte, ça n'a pas une forme de goutte, ça a une forme de boule. Alors, si on va revenir un petit peu tout à l'heure sur les formes que peuvent prendre des gouttes de pluie. En tout cas, c'est jamais pointu. Alors, notre article, je vais vous le montrer tout de suite. Merci, Sinerta, oui, c'est revenu, j'espère. Voilà, l'article dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui s'appelle The Physics of Falling Raindrops in Diverse Planetary Atmospheres. Donc, clairement, la question c'est: qu'est-ce qui se passe dans les atmosphères des autres planètes? Est-ce qu'il peut pleuvoir, oui ou non? Cet article, ça n'est pas, contrairement à beaucoup d'autres dont je vous ai parlé, un article sur des résultats observationnels. C'est un article de simulation. La simulation, c'est tout aussi important que l'observation. C'est un peu les deux piliers, hein. Vous avez toujours la partie théorique, calcul, simulation, et puis la partie observation. L'observation va valider la théorie, et la théorie va prévoir de nouvelles idées, de nouvelles observations que les observateurs vont devoir aller vérifier. Donc ces deux pendants de la démarche scientifique sont aussi importants l'un que l'autre. Donc celui-ci, c'est un article de simulation avec des petits calculs mathématiques, des résultats par ordinateur, évidemment tenant compte de nos connaissances actuelles. La question qui se pose aussi, c'est vrai que quand on étudie les autres planètes, que ce soit du système solaire ou d'autres systèmes stellaires, le problème des mouvements d'atmosphère, le problème des nuages, tout ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe sur ces planètes. Les simulations et les observations des atmosphères des planètes est absolument crucial. Et évidemment, la pluie va jouer aussi un rôle très important parce que c'est un transfert de matière d'un sens vers l'autre qui va modifier sensiblement la composition et la dynamique de ces atmosphères. Et donc, il est important de comprendre comment ça marche. Et plus que comprendre comment ça marche, la question qui est posée ici, elle est celle-ci. Est-ce que c'est très différent sur les autres planètes ou pas? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit différent ou pas? Évidemment, ensuite, viendra le temps d'essayer de vérifier ça. On en parlera un petit peu à la fin. Je regarde juste si vous avez déjà quelques petites questions ou pas. Salut Poupoule, bienvenue à toi. Ok, écoutez, on continue. Donc la question c'est: qu'est-ce qui détermine finalement la taille d'une goutte de pluie? Et puis, est-ce qu'il pleut de la même manière sur d'autres planètes? Voilà. Donc cette étude, c'est une étude de l'université de Harvard qui va modéliser du coup ces gouttes de pluie en fonction des caractéristiques de l'atmosphère et de la gravité. Parce que justement, il y a, quand on veut faire un peu de simulation, il faut déjà essayer d'isoler les différents facteurs, les différents paramètres, les différents phénomènes qui vont influer sur le truc que vous étudiez. Donc qu'est-ce qu'il y a? On a d'abord la gravité, par exemple. La gravité, c'est quelque chose qui est important dans le phénomène de la pluie, puisque c'est la gravité de l'astre qui va faire tomber la goutte. Et plus important encore, c'est la gravité qui va déterminer le moment où la goutte est suffisamment grosse pour ne plus pouvoir rester en suspension dans le nuage
et c'est la gravité qui va en quelque sorte arracher la goutte de pluie au nuage pour le faire tomber. Donc la forme et la taille de la goutte va aussi dépendre de la gravité. Plus la gravité va être importante, et plus vite la goutte va être arrachée au nuage, donc plus les gouttes seront petites. A l'inverse, si la gravité est faible, et ben du coup, les gouttes de pluie vont pouvoir grossir beaucoup plus dans le nuage avant d'être assez lourdes pour pouvoir s'arracher du nuage et tomber. Donc on a déjà ce premier paramètre de la gravité. Zygomatix me demande, est-ce qu'on parle de pluie d'eau seulement? Alors, dans ce papier, oui, presque jusqu'à la fin. Et après, justement, je vais faire une petite extension sur est-ce qu'il peut pleuvoir autre chose que de l'eau. Donc ne t'en fais pas, c'est absolument prévu. Albireo me dit que la densité de l'atmosphère est importante aussi. Et ben, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire que d'abord, on a la gravité, mais ensuite, on a les propriétés, les caractéristiques de l'atmosphère, c'est-à-dire la composition chimique de l'atmosphère. On a la densité de l'atmosphère, tout à fait. On a l'humidité de l'atmosphère, parce que si tu as plus ou moins d'eau gazeuse, ben, les gouttes vont se faire de manière différente. Donc effectivement, les caractéristiques physiques et chimiques de l'atmosphère seront importantes. La température, tout à fait. Et donc avec tout ça, eh ben, on va essayer de faire des petits calculs pour voir un petit peu ce qui se passe. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que si je veux étudier la pluie, en général, j'essaye d'étudier la pluie là où ça m'intéresse, c'est-à-dire au sol de la planète. Et ça aussi, c'est un paramètre qui est plus important, enfin peut-être plus important que ce qu'on pourrait penser, parce que déjà dans l'atmosphère terrestre, mais aussi sur d'autres planètes, il existe des pluies qui démarrent à la base du nuage, mais qui s'arrêtent avant de toucher le sol. Par exemple, typiquement sur Vénus, alors vous le savez peut-être, Vénus c'est une planète qui a à peu près la même taille que la Terre, mais les conditions sur Vénus sont absolument monstrueuses. À cause de l'atmosphère et des nuages de Vénus, on a un effet de serre qui est gigantesque, qui fait que la température au sol de Vénus atteint voire dépasse les 450 degrés, avec une pression atmosphérique qui, elle, atteint 90 fois la pression atmosphérique terrestre. Donc on est écrasé par une atmosphère plus que brûlante. Voilà. Et c'est dans ce contexte que les Russes ont envoyé, il y a quelques décennies maintenant, des robots qui ont tenu vaillamment une demi-heure, le temps d'envoyer quelques informations et 2-3 photos avant de tomber en panne. Donc effectivement, Vénus, c'est une planète qui est infernale. Et sur Vénus, on a coutume de dire effectivement qu'il y a des pluies d'acide sulfurique, en plus de ces conditions abominables dont je vous ai parlé. Alors, il faut faire attention parce que ces pluies d'acide sulfurique, ce sont des pluies atmosphériques, c'est-à-dire qu'elles démarrent à une certaine altitude, sauf que ces gouttelettes d'acide sulfurique se vaporisent avant de toucher le sol. Ce qui fait que le sol, lui, n'est normalement, de ce qu'on en sait, pas touché par ces pluies qui restent dans l'atmosphère. Voilà. Non, c'est pas super pour les vacances, ça c'est sûr. Pour la crème solaire, oui, si vous avez une crème solaire indice 15 000, ça ira très bien. Donc en fait, le fait que les gouttes arrivent au sol ou pas, ça va dépendre d'une chose, ça va dépendre en première approximation de la taille de la goutte. Pourquoi? On va avoir deux situations. Soit les gouttes sont trop petites, soit les gouttes sont trop grosses. Et ça déjà, ça va limiter le type de pluie qu'on peut avoir sur une planète. Par exemple, si les gouttes de pluie sont trop petites, eh bien, évidemment, il y a un échange permanent dans le nuage entre la transformation de vapeur d'eau en gouttes, ce qui fait que ça va faire grossir les gouttes, et puis les gouttes elles-mêmes, eh bien, elles s'évaporent, elles perdent leur eau. Et les calculs montrent que plus une goutte est petite, plus elle perd vite son eau sous forme de vapeur. Ce qui fait que si les gouttes sont trop petites, eh bien, elles vont s'évaporer avant de toucher le sol. Donc déjà, ça c'est un petit peu dommage. Alors c'est une première chose qui est montrée dans l'article. Alors, je vous montrerai quelques petits schémas, parce que c'est vrai que j'aime bien montrer des schémas. C'est pas forcément compliqué à partir du moment où on les explique correctement. Donc j'espère que je les expliquerai correctement. Ici, ce que vous avez, eh bien, c'est un graphe qui vous montre
l'évolution des gouttes de pluie dans l'atmosphère de la Terre. Donc là, on reste vraiment au début, déjà on étudie la Terre, ce qu'on connaît bien, puis après on étendra ça à d'autres planètes, et on regarde comment est-ce que ces gouttes évoluent quand elles tombent. Donc vous avez en abscisse la taille de la goutte, donc on va regarder le destin des gouttes en fonction des différentes tailles. Et puis en ordonnée, vous avez l'altitude, donc c'est-à-dire que ces gouttes, on va considérer qu'elles démarrent à 650 mètres d'altitude, et on regarde ce qui se passe. Donc vous avez par exemple, tout à gauche, vous avez la goutte noire. Donc la goutte noire, son rayon de départ, donc on regarde tout en haut du graphe, son rayon de départ, il est inférieur au dixième de millimètre. 10 puissance moins 1, c'est 1 dixième. Donc si une goutte fait moins de 1 dixième de millimètre, et bien vous regardez son évolution et vous voyez que au fur et à mesure qu'elle va tomber, et bien vous voyez que sa taille va diminuer, c'est-à-dire qu'elle va partir vers la gauche. Et pourquoi est-ce que sa taille diminue? Parce qu'elle est en train de s'évaporer. Et donc si cette goutte fait moins d'1 dixième de millimètre, et bien vous le voyez dans le graphe, elle n'atteindra jamais le sol, puisque avant d'atteindre le sol, à 400 mètres d'altitude, eh bien elle sera tellement petite qu'elle va disparaître, elle se sera évaporée. Pareil pour une goutte de 1 dixième de millimètre, et puis plus on va aller vers la droite, plus on va s'apercevoir que ces gouttes, elles vont s'évaporer bas, jusqu'à avoir des gouttes qui vont, celles qui sont tout à droite, avoir des gouttes qui, elles, eh bien, vont finir par toucher le sol de la Terre. Voilà, donc ça c'est une première chose. Le haut du graphe n'est pas un peu coupé, pas dans le schéma qui est mis là. Alors ils les ont fait démarrer ici, on peut les faire démarrer plus haut, et après effectivement il faut juste choisir, c'est une simulation, donc après tu peux choisir un petit peu le niveau que tu veux. C'était juste une illustration pour vous montrer que la taille de la goutte compte quand on veut mesurer au sol de la pluie. Donc si elle est trop petite, ben, ça ne va pas. Si la goutte est trop grosse maintenant, ça peut arriver que dans le nuage, les gouttes non seulement elles grossissent, mais après elles fusionnent, donc elles forment des grosses gouttes. Jusqu'où peut aller une goutte d'eau? Est-ce qu'on peut avoir des gouttes d'eau de taille arbitrairement grande? Et bien là encore, on va avoir un autre souci, c'est que effectivement on ne peut pas avoir des gouttes d'eau arbitrairement grandes dans une atmosphère. Alors je vous montre ce petit schéma qui est là. Alors ça c'est pas dans l'article, c'est un schéma que je suis allé chercher à côté. Donc vous avez en haut à gauche une petite goutte d'eau. Donc vous voyez que quand elles sont petites, les gouttes d'eau sont bien sphériques, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Elles sont bien sphériques parce que c'est la tension de surface de la goutte qui va maintenir sa forme. Et puis si ces gouttes commencent à grandir, alors elles ne seront toujours pas pointues comme tout à l'heure, mais elles vont commencer à s'aplatir. Pourquoi est-ce qu'elles s'aplatissent? Eh bien tout simplement parce qu'au fur et à mesure qu'elles tombent, eh bien elles vont avoir un courant d'air sur lequel elles vont s'appuyer, hein. C'est-à-dire que dans le référentiel de la goutte, c'est comme s'il y avait de l'air qui soufflait par en dessous, et donc plus elles tombent vite, plus on va avoir ce courant d'air qui va leur souffler dessus, et plus à cause de ce courant d'air, elles vont s'aplatir. Alors elles vont d'abord s'aplatir, et puis si jamais elles sont trop grosses ou si jamais elles tombent trop vite, eh bien ce courant d'air relatif qui est dû à la chute de la goutte dans l'atmosphère va même commencer à creuser le centre de la goutte jusqu'à même, vous le voyez tout à droite, jusqu'à la situation où on a carrément de l'air qui gonfle la goutte de l'intérieur et qui va tellement la tendre qu'elle va éclater en morceaux. Voilà. Et du coup, comment les gouttes de brouillard font pour être au niveau du sol? Je pense qu'on est de l'ordre de grandeur de 0,1 mm. Alors, du coup, on va avoir effectivement la manière dont les gouttes vont grandir va dépendre, par exemple, de la teneur de l'air en eau, va dépendre de certains paramètres comme le point de saturation, les paramètres de l'atmosphère qui vont être la température, tout ça va jouer sur non seulement le nombre, mais aussi l'altitude et la taille des gouttes. Mais si elles se forment en altitude dans des nuages où il y a beaucoup d'eau, elles peuvent être trop importantes pour pouvoir tomber à cette taille-là jusqu'au sol. Je vous montre une petite image que j'ai trouvée en cherchant une illustration pour vous montrer ça. Donc là pour le coup c'est plus un dessin, c'est une véritable image. Et donc là vous avez une image accélérée d'une grosse goutte d'eau en train de tomber. Donc vous voyez que sur la gauche,
la goutte commence à tomber et très rapidement elle va s'aplatir et ensuite l'air va s'engouffrer dans le milieu de la goutte, va lui donner cette forme de ballon inversé avant de l'éclater et de l'éclater en microscopiques petites gouttes. Ce qui fait que si une goutte est trop petite, elle s'évapore. Si une goutte est trop grosse, elle éclate en gouttes petites. Et du coup, sur Terre par exemple, eh bien, les gouttes d'eau ne peuvent, dans les conditions moyennes de l'atmosphère terrestre, ne peuvent exister que dans une certaine marge qui est relativement restreinte. Voilà. Donc sur Terre, une goutte d'eau, donc c'est du coup ce que dit l'article, une goutte d'eau, elle oscille entre 0,1 mm, donc là on est quasiment sur du brouillard, hein, comme tu disais INS, et puis les gouttes d'eau les plus grosses qui puissent exister, c'est 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. Ça fait déjà pas mal pour une goutte d'eau. Et on n'aura pas de gouttes d'eau qui seront plus ou moins grandes que ça. Voilà. Donc déjà une première chose, c'est que sur Terre, du coup, on ne va pas avoir une grande variabilité dans la taille de ces gouttes d'eau. Et en fait, ce que dit l'article, et ce qui est assez intéressant, ce qu'il montre en tout cas, c'est que a priori, eh bien, c'est à peu près pareil pour toutes les planètes et pour toutes les atmosphères. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est que depuis qu'on parle de gouttes d'eau tout à l'heure, on pourrait se dire qu'effectivement les conditions physico-chimiques étant extrêmement variables d'une planète à l'autre, on pourrait avoir des pluies qui pourraient elles aussi avoir des caractéristiques très différentes les unes des autres. Et bien apparemment non. Alors ça restera évidemment à confirmer avec des mesures expérimentales, voire des mesures in situ en allant sur d'autres planètes. Mais j'ai trouvé cet article assez intéressant parce que d'après eux, où que vous alliez sur une quelconque planète extraterrestre, du système solaire ou d'ailleurs, s'il pleut, il pleuvra toujours à peu près comme il pleut chez nous. Et je trouvais ça assez sympa, cette espèce d'universalité de la pluie. Voilà un phénomène qui apparemment ne change pas, quel que soit l'astre sur lequel on se trouve. Ce qui est quand même assez dingue. Alors, c'est non seulement assez dingue, mais c'est surtout très utile. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, quand on fait ce genre de calcul atmosphérique, les calculs d'atmosphère, ça fait partie des calculs les plus gourmands en capacité d'ordinateur. C'est des calculs qui sont monstrueux, qui prennent une puissance phénoménale. Et donc évidemment, quand on fait de la simulation, eh bien, on essaye de simplifier au maximum les choses qui sont simplifiables et qui ne modifient pas trop les données du problème. Parce que quand on fait de la simulation, on s'autorise toujours des marges d'erreur. On se dit, bah, ça, on peut rester dans une marge à peu près réaliste. Alors après, il convient de savoir qu'est-ce qu'on entend par réaliste, et ça changera d'une étude à l'autre. Mais en simulation, on veut toujours réduire le temps de calcul, tout en ayant un résultat le plus proche de la réalité possible. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si ça s'avère vrai, eh bien, ça veut dire que dans les simulations d'évolution atmosphérique planétaire qu'on fait actuellement, eh bien, on va pouvoir intégrer, ce qu'on ne fait pas trop pour l'instant, on va pouvoir intégrer des modèles de pluie sans trop s'inquiéter des paramètres comme la taille ou la densité de la pluie, et on pourra en première approximation se dire on met de la pluie, ça aura des effets sur la dynamique de l'atmosphère, mais ce sera réaliste, parce que de toute façon, la pluie, c'est à peu près partout pareil dans l'univers. Donc, si les résultats sont avérés, du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'on améliore la qualité des modèles sans augmenter la puissance de calcul. Vous voyez ? Il y a des plantes, bizarrement, l'eau semble ne pas accrocher. Ah, alors ça, c'est autre chose. Alors ça, on n'en parlera pas forcément maintenant. C'est ce qu'on appelle la mouillabilité
des matériaux. Alors ça peut être des plantes, mais ça peut être aussi des vitres de voiture, ça peut être des ailes d'avion. Ça fait partie aussi d'une autre branche de la physique qui s'appelle le biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer de phénomènes naturels pour améliorer certains mécanismes technologiques. Effectivement, en fonction des différentes feuilles que tu peux avoir, de plantes, tu peux avoir certaines feuilles sur lesquelles les gouttes d'eau vont tomber et vont coller en restant relativement plates. Et puis d'autres feuilles, comme le nénuphar par exemple, sur lesquelles les gouttes d'eau vont pas adhérer du tout, vont rester quasiment sphériques et vont rouler très facilement. Alors ça, c'est dû, alors par exemple pour le nénuphar, c'est dû à des micro-poils qui font que lorsque la goutte tombe dessus, eh bien la tension de surface, c'est un peu comme un fakir, c'est-à-dire que la tension de surface de la goutte d'eau va reposer sur ces micro-poils, ce qui va laisser une très mince couche d'air et ce qui va permettre en fait à cette goutte de glisser comme si elle était sur coussin d'air, ce qui est littéralement le cas. Et d'ailleurs, on essaye actuellement de s'inspirer de ce genre de matériaux pour faire par exemple des pare-brises où tu aurais par exemple plus besoin d'essuie-glace, parce que si tu arrives à faire des glaces sur laquelle l'eau n'adhère pas, bah du coup tu n'as plus besoin de frotter ton pare-brise, et en fait à peine tombé, l'eau va directement s'évacuer sur les côtés, laissant une vue tout à fait propre. On essaie aussi on s'inspire de ça aussi, je disais tout à l'heure, pour les ailes d'avion. Parce qu'on ne veut pas que les gouttes adhèrent aux ailes d'avion, parce qu'ensuite elles peuvent geler sur les ailes, alors que si elles s'évacuent naturellement, eh ben c'est plus facile. Donc il y a effectivement toute une recherche qui est faite sur les gouttes liquides, sur la tension de surface, sur la mouillabilité des matériaux. Mais malheureusement, j'en ai déjà beaucoup trop dit, et si je continue comme ça, je n'aurai jamais le temps de terminer. Combien est-ce qu'il y a de molécules d'eau dans une goutte d'eau de 1 mm? Alors écoute Zygonomatics. Tu sais à quel point j'essaye en général d'anticiper les questions que vous me posez. Mais je vais être très franc avec toi, celle-ci je ne l'avais pas anticipée. Et comme je ne vais pas la faire là de tête parce que je veux pas faire d'erreur, je vais éventuellement la mettre de côté pour regarder. Je te laisse jeter un petit coup d'œil et si j'y pense la prochaine fois, on essaiera de comparer nos résultats. Si j'y pense. D'accord? Sinon, essayez de jeter un petit coup d'œil et revenez sur le compte du planétarium pour nous dire vos résultats. Je serais ravi de les avoir et puis de les comparer avec ce que moi j'aurais trouvé. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu avec mon article, parce qu'évidemment, j'ai pas fini. Donc du coup, une fois qu'on a défini à peu près ce qui se passe sur Terre, la deuxième partie de l'article essaye de simuler le comportement de chute de gouttes d'eau, donc de pluie d'eau, sur d'autres planètes. Alors qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils en ont choisi 5. Ils ont choisi dans l'ordre de gauche à droite. On a en haut à gauche la Terre, évidemment, c'est la référence. Ensuite Mars. Alors attention, actuellement, aujourd'hui, sur Mars, il ne peut pas y avoir de pluie, de gouttes d'eau liquide sur Mars. Il y a quelques petits nuages, mais ce sont des nuages de cristaux de glace et qui sont très très fins. Tout simplement parce que sur Mars, la pression atmosphérique n'est pas suffisante pour que l'eau à l'état liquide puisse exister dans l'atmosphère et au niveau du sol. Pour que l'eau liquide existe, il faut certes des conditions de température, mais il faut aussi des conditions de pression. Et si la pression est trop basse, eh bien l'eau elle ne peut plus être que sous 2 états, soit sous forme de glace, soit sous forme de vapeur, mais elle ne passe plus du tout à l'état liquide intermédiaire, et c'est actuellement l'état de l'atmosphère martienne, qui est 200 fois moins dense que l'atmosphère terrestre. Il n'y a pas assez de pression pour que l'eau soit liquide. Donc il n'y a pas de pluie sur Mars. Donc ce que les auteurs ont imaginé, ils ont pris Mars quand même, parce que Mars elle est intéressante parce qu'elle a une gravité plus faible, 3 fois plus faible que la Terre. Et du coup ils ont pris les conditions de Mars d'il y a 3 milliards d'années, puisqu'on sait qu'à l'époque sur Mars il y
avait une atmosphère qui était beaucoup plus dense et qu'il y avait des océans, des lacs, des rivières qu'on retrouve encore aujourd'hui puisqu'on retrouve des anciens lits de rivières asséchés. On retrouve de l'argile sur Mars. Donc l'argile, c'est un matériau qui ne peut se faire que en présence d'eau. Donc on a tout plein d'indices qui nous permettent d'être absolument sûrs que l'eau a coulé sur Mars en grande quantité. Donc là, ils ont modélisé Mars, mais Mars jeune. Voilà. Ensuite, ils ont pris Jupiter, qui est une planète gazeuse. Ils ont pris Saturne, et puis une dernière planète pour sortir un peu du système solaire. Cette dernière planète, c'est K2-18b. Alors K2-18, c'est le nom de l'étoile que l'on voit juste sur la gauche. Et puis la planète, donc c'est le joli bleu. Alors ça, c'est pas une vraie photo, c'est une image d'artiste. Actuellement, des planètes, on peut en voir des exoplanètes, on peut en voir quelques-unes, mais sous la forme de minuscules points. On n'a pas encore la résolution pour voir ça. Donc voilà une image d'artiste. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette exoplanète? Pas pour rien. Déjà parce que cette exoplanète, c'est ce qu'on appelle une super Terre. C'est-à-dire qu'elle est un poil plus grosse que la Terre. En fait, elle a une masse qui est entre la masse de la Terre et la masse de Neptune. Donc on ne sait pas si c'est une grosse rocheuse ou si c'est une petite gazeuse. Donc elle fait partie de cette famille-là qu'on appelle les super-terres, et surtout parce que sur cette planète, donc, qui se trouve autour de l'étoile K2-18, donc elle s'appelle K2-18b, quand il y a une lettre, c'est la planète qui est autour, et ben on a détecté la signature chimique de l'eau. Donc on sait qu'il y a de l'eau. Voilà. Et puis ils ont fait tourner leurs petits calculs pour voir un petit peu ce qui se passerait. Et c'est ce que je vous propose de jeter un petit coup d'œil maintenant. Voilà. Et on va regarder un peu ça. Voilà. Alors, un autre petit graphe. Il est assez sympa, ce petit graphe aussi. Je vais vous l'expliquer. On a 5 traits. 5 traits colorés qui correspondent aux 5 planètes. Donc si vous vous intéressez à la Terre, c'est le trait bleu. Si vous vous intéressez à Mars, la jaune, c'est le trait rouge, etc. etc. En ordonnée, ce qu'on a, c'est la hauteur que la goutte va faire en tombant entre le bas du nuage et puis le moment où elle disparaît. Voilà. Et en abscisse, on a la taille des gouttes. Donc là encore, on regarde en fonction de la taille des gouttes quelle est leur hauteur de chute avant qu'elles ne disparaissent, soit parce qu'elles se sont évaporées et qu'elles étaient trop petites, soit parce qu'elles étaient trop grosses et qu'elles se sont scindées, soit parce qu'elles ont touché le sol de la planète. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, par exemple, pour la Terre, vous voyez que plus la goutte est grosse, et plus elle va tomber bas, en dessous du nuage. Et la courbe bleue de la Terre, elle s'arrête à quelques centaines de kilomètres, donc 10 puissance 2 c'est 100, donc quelques centaines de mètres, pardon. On reste toujours sur un plafond nuageux de quelques centaines de mètres, c'est ce qu'ils ont choisi dans la simulation. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête là? Parce qu'à partir de là, on arrive au sol, et que du coup, ça s'arrête. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez par exemple le comportement des gouttes d'eau sur Jupiter, qui n'a pas la même température, qui n'a pas la même composition, qui n'a surtout pas la même hauteur de chute, parce que Jupiter est gazeuse, donc on peut chuter beaucoup plus bas, c'est pour ça que la courbe de Jupiter va descendre beaucoup plus bas, elle va plus faire des centaines de mètres, mais des milliers de mètres, voire des dizaines de milliers de mètres, donc voilà, on va beaucoup plus bas. Mais ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que quelle que soit la planète et quelles que soient les conditions atmosphériques, eh bien vous remarquez que le comportement de la pluie est quasiment le même. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une bande très très fine dans laquelle toutes les pluies se comportent de la même manière. Et du coup, l'une des conclusions, en tout cas ce qui est postulé d'après ces résultats, c'est que du coup la taille des gouttes et le comportement des gouttes dans la pluie, eh bien ça dépend plus du liquide, donc là c'était de l'eau, donc du coup comme le liquide est le même, le comportement est quasiment le même, donc on suppose que le comportement des gouttes dépend plus du liquide que des conditions extérieures dans l'atmosphère. Évidemment, ça, ce sera à vérifier, il faudrait aller voir à gauche et à droite, mais en tout cas, c'est un résultat qui est relativement intéressant, et tout à l'heure, je vous avais donné la conclusion, mais c'est ça qui permet d'étayer cette conclusion dont je vous parlais. Voilà. Si on résume un petit peu, eh bien, en gros, et c'est ça qui est
assez rigolo. En gros, on s'aperçoit que quelle que soit la planète, eh ben, les gouttes sont pas si différentes que ça. Si on regarde ici la taille maximale des gouttes d'eau sur un corps, quel qu'il soit, ben, vous voyez que sur la Terre, avec une gravité moyenne, la taille maximale d'une goutte d'eau est de 11 mm. Sur Mars, où la gravité est beaucoup plus faible, les gouttes d'eau sont un peu plus grosses, mais pas considérablement plus grosses, on monte à 18 mm. A l'inverse, sur Jupiter, où la gravité est énorme, ben évidemment, comme on le disait tout à l'heure, les gouttelettes sont beaucoup plus petites, mais on passe de 11 sur Terre à 7 sur Jupiter. Et sur Saturne, on reste aux alentours de 10 mm. Donc, en termes de taille, en termes de comportement, en termes de chute, une pluie reste une pluie à peu près n'importe où, dans une marge qui est relativement fine, avec des variations qui, en réalité, sont pas très importantes. Voilà un petit peu la conclusion qui est là. La courbe qui s'arrête en haut signifie planète non gazeuse. Alors attends, qu'est-ce que tu me dis? Ah oui, alors merci d'avoir posé la petite question, Zébulon. Pour la Terre et pour Mars, la courbe s'arrête au moment où on touche le sol. Ça veut dire aussi que techniquement, on pourrait peut-être avoir des gouttes un peu plus grosses si on pouvait avoir des chutes un peu plus importantes. Par contre, vous remarquez que pour Jupiter et Saturne, eh bien, les courbes jaunes et oranges, elles s'arrêtent sur une ligne droite verticale qui est un absolu. Et ça ne correspond pas à la surface de ces planètes gazeuses, ça correspond justement à je vous rappelle que l'abscisse c'est la taille des gouttes, et donc là les barres verticales sur la droite correspondent justement au moment où les gouttes sont trop grosses et où elles vont spontanément éclater en gouttes plus petites, c'est-à-dire que physiquement les gouttes ne peuvent pas être plus grosses que ça. Voilà. Donc voilà pourquoi est-ce que ça s'arrête sur Jupiter et Saturne, c'est parce qu'on ne peut pas avoir des tailles de gouttes plus grosses. Elles sont vraiment limitées par ça. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Et puis avec la fin de l'article, eh bien, attends, alors, Poupoule, je ne sais pas ce qui me fascine le plus entre le résultat de cette étude ou le fait que quelqu'un soit posé la question de taille des gouttes d'eau de pluie sur Terre et ailleurs. Personnellement, je m'étais jamais posé la question. Alors, c'est vrai que parfois, les questions que se posent les scientifiques peuvent paraître incongrues, voire rigolotes. Il y a une chose qui est importante, c'est que c'est pas parce que le sujet est rigolo qu'il n'est pas important d'un point de vue scientifique. Voilà. C'est pas parce que c'est rigolo de voir des wombats qui font des cacas cubiques qu'il n'est pas intéressant d'essayer de comprendre pourquoi les cacas des wombats sont cubiques. Parce que là, ça peut nous amener à des découvertes sur, par exemple, la biologie de ces animaux, très intéressantes. Donc, parfois les questions sont insolites ou rigolotes, mais c'est pas pour ça qu'elles sont pas d'intérêt pour la science. C'est pour ça que je vous expliquais dès le départ que la pluie est un phénomène qui est très important dans la dynamique des atmosphères. Et pour l'instant, c'est un phénomène qui n'est pas beaucoup modélisé et simulé pour comprendre les atmosphères des planètes extraterrestres. Donc il manque un paramètre. Du coup, on n'est pas sûr que les simulations qu'on fait sont intéressantes. Donc ce genre de questionnements vont rajouter un degré de précision dans ces simulations qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Donc c'est pour ça que c'est rigolo, certes, mais ça reste pas moins intéressant. Voilà. Sinerta qui me demande, est-ce que ça concerne d'autres matières? Eh ben oui, et je vais terminer par ça, parce que c'est aussi ce que dit la fin de l'article. Vous voyez d'ailleurs que ici, il y a la dernière ligne dont je ne vous ai pas parlé, parce que cette dernière ligne, elle nous parle d'un autre corps qui est Titan. Titan, c'est une lune de Saturne, une grosse lune de Saturne. Et sur Titan, là par contre, on a des gouttes qui sont énormes, qui a priori montent jusqu'à 3 cm, donc 30 mm. Donc là par contre on a quelque chose de beaucoup plus gros. Alors ça paraît logique, puisque Titan étant une petite lune, la gravité y est faible, mais l'autre chose qui est intéressante sur Titan, et je vais vous en parler maintenant, c'est que justement Titan c'est un corps qui est fascinant à plein de titres, et les pluies sur Titan, il est très important qu'on arrive à comprendre ce qui se passe.
Alors voilà une photo de Titan. C'est une véritable photo qui a été prise par la sonde Cassini, qui est allée se balader une quinzaine d'années, une douzaine d'années autour de Saturne, qu'on a mis en orbite autour de Saturne, et dont la mission a été d'étudier Saturne et ses lunes. Voilà. Titan est très spécial. Alors regardez, je vais vous montrer un zoom un peu sur Titan. Toujours une photo de la sonde Cassini-Huygens. Ici, on n'a pas une lune, mais deux. Alors, par hasard, la sonde était positionnée exactement dans l'alignement de deux lunes. Donc la lune qui est en haut à droite s'appelle Rhea, et la lune qui est à gauche s'appelle Titan. Et là, vous voyez vraiment une différence, mais à l'œil flagrante, immédiate entre ces deux lunes. Vous voyez immédiatement que pour Rhea, qui est à gauche, il y a des cratères, et il y a surtout une surface qui est extrêmement définie. D'accord ? Il y a la planète, et d'un coup, tac, l'image s'arrête, et c'est l'espace. Par contre, si vous regardez Titan, eh bien, vous voyez que le bord de Titan est flou. Pourquoi ? Eh bien, parce que Titan est une planète fascinante, enfin un corps fascinant, c'est pas une planète. C'est une lune, mais c'est la seule lune du système solaire qui possède une atmosphère, justement. Sur notre lune, il n'y a pas d'atmosphère. Sur Europe, Io, Ganymède, Rhea, comme ici, il n'y a pas d'atmosphère. Les lunes sont toujours sans atmosphère, sauf Titan, qui est la seule à avoir une atmosphère dense, une atmosphère très importante. Et c'est pour ça que quand on a envoyé la mission Cassini là-bas, eh bien, était accroché à Cassini un petit module qui s'appelait Huygens, qu'on a largué dans l'atmosphère de Titan, et qui a atterri tout doucement sur Titan grâce à un parachute. Donc Titan, c'est la seule lune sur laquelle on peut utiliser le parachute, puisque le parachute, ben, vous avez besoin d'une atmosphère si vous voulez freiner votre mouvement. Voilà. Et ce qu'on a découvert, qui est assez fou, je vais vous le montrer ici, ça ce sont des images qui ont été prises au radar par Cassini, eh bien c'est que, alors déjà Titan est la seule lune à avoir une atmosphère, ensuite Titan est plus grosse que la planète Mercure, c'est-à-dire que si elle ne tournait pas autour de Saturne, on la compterait comme une planète à part entière, clairement, et en plus, Titan est à l'heure actuelle, je vais en parler Albireo si j'ai le temps de ta question. Titan est à l'heure actuelle le seul corps, outre la Terre, sur lequel on sait qu'il y a un cycle liquide. Vous savez, sur la Terre, le cycle de l'eau, on a des nuages avec des précipitations, la pluie tombe, fait des rivières, les rivières vont dans l'océan, l'eau s'évapore de nouveau, fait des nuages qui vont refaire des précipitations, et donc on a ce cycle permanent. Eh bien, le seul corps dans le système solaire sur lequel on a détecté un cycle liquide comme celui-ci, eh bien, c'est sur Titan. Sauf que Titan, eh ben, c'est pas un corps comme le nôtre. Par exemple, il y fait moins 180 degrés. Donc là-bas, si vous avez de l'eau, elle gèle instantanément. L'eau là-bas, elle n'est que sous forme de glace. Et c'est une atmosphère qui est faite quasiment exclusivement d'azote, mais qui a un tout petit peu de méthane et d'éthane, et aussi des brouillards d'hydrocarbures. Et en fait, les cycles liquides qui sont là-bas, ce sont des cycles de méthane, c'est-à-dire que là-bas, ce que vous voyez là, ce sont des lacs de méthane, dans lesquels se déversent des rivières de méthane qui sont alimentées par des pluies de méthane qui viennent de nuages de méthane, qui viennent de l'évaporation des lacs de méthane qu'on a en bas. Donc on a un cycle liquide à moins 180 degrés, qui est faite avec du méthane, et du coup ça c'est vachement intéressant. Et donc la question tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a de pluie que d'eau? La réponse est clairement non, puisque déjà dans le système solaire, on a un exemple ici d'un corps sur lequel on a des pluies qui ne sont pas du tout faites d'eau, et dans laquelle d'ailleurs l'eau ne joue absolument aucun rôle. Alors, Albireo, qu'en est-il des hydrocarbures sur les planètes gazeuses? Il paraît qu'il pleut des diamants, mais s'agit-il encore de pluie? Alors, j'étais sûr qu'il y en a un qui me poserait la question. Donc du coup, il se trouve effectivement, paf, que sur Neptune, il y a certainement des trucs sympas. Ces trucs sympas, c'est quoi? Alors, quelle heure il est déjà? Ok, je suis méga en retard. Sur Neptune, qu'est-ce qui se passe? Donc Neptune est une planète gazeuse qui est plus petite que Jupiter et Saturne. On dit aussi que c'est une planète de glace.
C'est une gazeuse qui se trouve au fin fond du système solaire. Et il se trouve que donc Neptune n'a jamais été survolé que par une seule sonde, qui est la sonde Voyager 2. Du coup, on connaît très peu de choses sur Neptune. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Neptune est quasiment exclusivement composé d'hydrogène et d'hélium. Hein, c'est la composition de toutes les planètes gazeuses, hydrogène majoritairement et un peu d'hélium. Mais effectivement, comme tu le disais Albireo, sur Neptune, eh bien, il y a aussi un peu de méthane. Et là, du coup, c'est intéressant de faire un peu de chimie, parce que le méthane, la formule chimique du méthane, c'est CH4. C'est-à-dire que dans le méthane, il y a du carbone et de l'hydrogène. Et plus vous plongez dans l'atmosphère de Neptune, plus la pression augmente et plus la température augmente aussi. Et arrivé à certaines profondeurs, eh bien, la pression et la température est telle qu'une molécule comme le CH4, le méthane, ne peut plus exister. La pression est trop forte et les températures sont trop fortes, donc la molécule éclate en juste carbone et hydrogène qui se baladent tout seul, une soupe de carbone et hydrogène. L'hydrogène, vu que Neptune est faite d'hydrogène, l'hydrogène se mélange à hydrogène, ça pose pas de problème. Et le carbone, sous cette pression intense, eh bien, les atomes de carbone vont se lier les uns aux autres. Et il se trouve qu'aux pressions et aux températures qui règnent dans Neptune, eh bien, la liaison chimique la plus stable des atomes de carbone, c'est du diamant. Donc il est très probable que dans Neptune, à partir d'une certaine profondeur, eh bien effectivement, la molécule de CH4 se lise et il y a du diamant, puisque le diamant c'est juste du carbone qui est rangé, hein, le graphite et le carbone, le graphite et le diamant ne diffèrent l'un de l'autre que de la manière dont les atomes de carbone sont arrangés les uns avec les autres. Et donc il est très probable qu'effectivement, dans Neptune, il y ait des pluies de diamants. Voilà. Des pluies de diamants, sauf que des pluies de diamants à des pressions qui dépassent 1 gigapascal et à des températures qui atteignent 5000 degrés. Donc c'est pas du tout des conditions, on ne peut pas aller là-bas pour les récupérer comme ça, tranquille, ça marche pas. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien tout simplement parce que ça on l'a reproduit. De la grêle de diamants du coup, ouais c'est ça. Alors si tu définis le mot pluie comme étant liquide, dans ce cas tu dis grêle, ou pas, ça dépend. Comment est-ce qu'on le sait ça? Eh bien tout simplement parce que y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Alors on n'est pas allé dans Neptune, par contre des expériences qui ont été faites à Stanford en 2020 et qui ont en fait compressé des mélanges gazeux hydrogène, hélium, méthane dans les proportions qui sont celles de Neptune. Et donc on a compressé ce gaz pour atteindre les mêmes températures et les mêmes pressions que celles qui règnent dans Neptune. Et là, dans ce minuscule espace entre nos deux presses à diamant, eh bien, on a observé justement la formation, la séparation de CH4 et la formation de diamants à base d'atomes de carbone. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans des résultats expérimentaux. Si ça vous intéresse, le papier il est là. Demonstration of X-ray Thomson Scattering as Diagnostic for Miscibility in Warp Dense Matter. Voilà, je vous laisserai retourner voir le replay pour plus de détails là-dedans. Voilà. Donc effectivement, on peut peut-être plus appeler ça de la grêle. Je suis d'accord avec vous. Voilà donc pour le premier article que je vous dis, il se peut que la pluie soit à peu près la même partout dans l'univers. Lorsque l'homme arrivera dans quelques millénaires à voyager entre les étoiles et aller sur d'autres systèmes d'exoplanètes, eh bien, a priori, les bons vieux parapluies qu'on a ici devraient peut-être tout aussi bien marcher si ces résultats sont confirmés. Évidemment, on est dans de la science, donc on propose des résultats et puis on attend les validations observationnelles. Allez, il nous reste un quart d'heure. Je vais vous parler quand même du deuxième article dont je voulais vous parler. Peut-être que les prochaines fois, il faudra que j'augmente un petit peu la durée du live, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Pour ça, on va retourner sur Terre. Et on va retourner sur Terre dans un coin que tout le monde connaît très très bien. Donc là, on va laisser un peu tomber la pluie. Alors, pour le coup, ce que je vais vous montrer là, c'est des trucs qu'on peut trouver justement assez facilement après la pluie.
Pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller près d'un cours d'eau. Alors, près d'un cours d'eau, n'importe où. Près d'un cours d'eau en Asie, en Europe, en Norvège, où vous voulez, du moment qu'il y a un peu de mousse. Donc, vous allez là-bas, vous récupérez de la mousse, vous la mettez chez vous, donc vous en prenez un tout petit bout, vous la mettez dans de l'eau, vous diluez tout ça, vous regardez au microscope, et si vous regardez au microscope ce qui était en train de se nourrir dans la mousse, vous risquez de trouver un animal absolument extraordinaire, un animal dont on parle très souvent, j'imagine que vous voyez où je veux en venir. Yes, Zygomatique, il s'agit en effet de notre cher ami le tardigrade. J'ai une petite news à vous donner sur les tardigrades. Donc un tardigrade, ce n'est pas le blob, il y avait une chance sur deux. Le tardigrade, attention, hein, c'est un animal qui est absolument microscopique. L'image que vous avez là, c'est une image qui a été faite au microscope électronique à balayage. Attention, rappelez-vous que quand ces images sont colorisées, sont en couleur, elles ont toujours été colorisées après coup, puisque un microscope électronique ne fait toujours que des images noires et blancs. Donc après, on va demander à des artistes de recoloriser de manière réaliste les choses, mais normalement, c'est toujours. Bien sûr que si, il est beau, papy. Évidemment qu'il est magnifique. Cet animal est magnifique. De tous les points de vue, il est magnifique. Après, tu sais, la beauté, c'est une question très personnelle. Ils ont parfois des yeux. Souvent ils en ont pas, hein, comme on a là, mais parfois ils ont des petits récepteurs quand même de lumière qui sont sous la peau, donc on peut le voir parfois au microscope. Ils ont leurs mignonnes petites griffes, voilà, qui sont comme ça. Alors on les appelle en anglais waterbear, c'est-à-dire les oursons d'eau, parce qu'ils ont cette forme toute rondelette qui les rend un peu mignons. Voilà, passion tardigrade, j'espère bien. Alors ces tardigrades sont absolument extraordinaires. Entre autres parce que, vous le savez, ils ont une résistance, c'est ce qu'on appelle des extrémophiles. Ils résistent à quantité de situations dans lesquelles d'autres organismes vivants auraient rendu l'âme depuis longtemps. Ils résistent au froid, quasiment au zéro absolu. Ils montent jusqu'à plus de 100 degrés, 100-150 degrés. On a déjà arrivé à réanimer des tardigrades qu'on avait complètement gelés pendant 30 ans à moins 20 degrés. Hop, ils repartent. Ils résistent au vide spatial, ils résistent aux radiations, aux ultraviolets. Ils résistent à plein de trucs. Comment est-ce qu'ils résistent, ces petites bêtes? Eh bien, grâce à plein de choses, mais à une chose, c'est que lorsque les conditions extérieures sont hostiles, eh bien, il peut rentrer dans un état qui s'appelle la cryptobiose. La cryptobiose, c'est le fait que, en gros, le tardigrade va sécher et va ressembler à une pellicule qu'on se gratte dans les cheveux, une pellicule toute sèche. Donc vous voyez, on reconnaît toujours ces petites griffes, mais là il est complètement sec. Il n'y a plus un microgramme d'eau à l'intérieur, j'exagère, mais presque. Et en fait, il devient aussi inerte qu'un bout de poussière, avec une activité biologique qui descend à 0,01% de son activité biologique normale, c'est-à-dire 1% de pourcent, c'est-à-dire qu'il est mort. Il est vraiment mort, il ne bouge plus, il ne fait plus rien. Et dans cet état-là, il peut résister à toutes ces conditions dont on parlait. Et évidemment, on essaie de comprendre pourquoi, comment il fait. Donc il y a déjà cet assèchement. Et une autre chose, c'est qu'on étudie maintenant la génétique des tardigrades. On a découvert par exemple qu'il y avait des protéines qui s'appellent D-sup, qui enrobaient son ADN et qui permettaient justement à son ADN de résister aux agressions extérieures, physiques, chimiques, etc. Donc il y a tout plein de processus comme ça, génétiques, chimiques, organiques, biologiques, qui vont dans cet état de cryptobiose le protéger complètement des conditions extérieures. Bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a quelque temps, eh bien, on a envoyé une sonde sur la Lune. C'était en 2019, donc c'était pas il y a si longtemps. Cette sonde, elle s'appelle Bereshit. Cette sonde, alors, était spéciale pour plein de raisons. C'était une sonde, déjà c'est une sonde israélienne, dont l'objectif était d'aller sur la Lune, de se poser sur la Lune. Cette sonde était aussi assez originale parce que elle avait été financée par un organisme privé. En général, les sondes spatiales, toutes les sondes spatiales, sont financées, créées, montées par des organismes
publics, donc des organismes de recherche, des organisations nationales, internationales, comme le CNES, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale américaine, Roscosmos, etc., etc. Donc celle-ci était une sonde privée, ce qui est en général assez rare pour les sondes interplanétaires. C'était pas une sonde scientifique. Son objectif, c'était de se poser sur la Lune. Alors évidemment, si scientifique, l'objectif était technologique, puisque l'objectif était de savoir si justement ces scientifiques-là arrivaient à maîtriser toutes les étapes qui permettent de poser une sonde sur la Lune, et c'est atrocement compliqué. Pas parce qu'on y est arrivé en 70 que c'est plus simple aujourd'hui. Et puis à l'intérieur, l'objet d'intérêt principal, c'était surtout une capsule dans laquelle il y avait des souvenirs de la Terre qui étaient censés rester pour toujours sur la Lune, une sorte de souvenir de la civilisation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui, avec des millions de pages de livres et de Wikipédia qui avaient été numérisés à un format très petit, des dessins d'enfants, des souvenirs. Bon. Cette sonde, elle est partie en février 2019 et elle est arrivée autour de la Lune en avril 2019. Ça, c'est la dernière photo que cette sonde nous a envoyée parce que malheureusement, elle s'est crashée. Voilà. Il y a eu une erreur dans un composant qui a fait que déjà à une dizaine de kilomètres d'altitude, alors que le moteur était allumé pour freiner la sonde, le moteur s'est éteint, il ne devait pas, donc du coup la sonde a continué à descendre à une vitesse beaucoup trop rapide, et quand on est arrivé à la rallumer, le moteur, elle était déjà trop bas, elle allait trop vite, et donc elle a fini par s'éclater. On a perdu contact à 150 mètres du sol. Comment est-ce qu'on sait qu'elle s'est écrasée? Tout simplement parce que après coup, vous savez, il y a des satellites qui tournent autour de la Lune, hein, entre autres la sonde LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter. Ici, vous avez un avant-après où on voit justement le cratère qu'a provoqué l'impact de la sonde Bereshit. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que à ce moment-là, eh ben, on nous a annoncé, ah oui, on avait oublié de vous le dire, mais en fait, on a mis aussi des tardigrades dedans. Alors, ça a suscité des réactions plus ou moins agacées, parce que quand on envoie des choses dans le système solaire, il y a un principe universel et que toutes les grandes agences internationales suivent, qui est le principe de protection planétaire, c'est-à-dire qu'on essaye de réduire au maximum l'export que le biotope terrestre pourrait être exporté sur d'autres planètes. Donc on stérilise nos sondes du mieux qu'on peut, etc., etc. Et du coup, il y a eu quelques grincements de dents. Toujours est-il que des tardigrades avaient été séchés en cryptobiose et enfermés dans de la colle qui servait à coller certains des éléments de la sonde pour être amenés là-bas. Voilà. Et du coup se pose la question, qu'est-ce qui deviennent ces tardigrades? Est-ce qu'ils auraient pu survivre? Et donc j'en arrive à mon article d'aujourd'hui, mon papier qui est là. Tardigrade Survival Limit in High Speed Impact Implication for Panspermia and Collection of Samples from Plume Emitted by Ice Worlds. Du coup, la question c'est à quelle vitesse d'impact peuvent résister des tardigrades mis en état de cryptobiose? C'est une question qui, elle aussi, est une question très importante, qui a des implications aussi sur cette fameuse protection planétaire. Alors évidemment, on n'en voit pas que des tardigrades, il n'y a pas que ça qui peuvent être collés à nos sondes, hein, ça peut être des bactéries, etc. Mais la question ici se posait, c'est jusqu'à quelle vitesse d'impact est-ce que des tardigrades peuvent survivre? Du coup, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, dans cette recherche-là, donc c'était publié dans le magazine scientifique Astrobiologie, l'idée ça a été donc de mettre des tardigrades, donc déjà de mettre des tardigrades en cryptobiose. Donc on les a mis au congélateur pendant 48 heures, hop, ils se sont asséchés tout de suite, et ensuite on a mis ces tardigrades dans des petites balles en nylon, et ces balles on les a tirées avec ce qu'on appelle des fusils à haute vélocité. Donc c'est ce qu'on utilise pour par exemple tester la résistance des panneaux solaires de Hubble à des déchets spatiaux. Donc en fait on tire à très très haute vitesse, aux vitesses qui sont les mêmes que celles qu'on a dans l'espace, pour voir comment les matériaux réagissent à ça. Et donc en fait on a tiré des tardigrades à des vitesses qui atteignent des milliers de kilomètres heure. Quels sont les résultats?
Ben, ils sont là. Ici, vous avez les courbes de survie. Donc en abscisse, on a la vitesse, hein, donc plus on va vers la droite et plus la vitesse augmente. Et en ordonnée, on a le pourcentage de tardigrades qui ont survécu. Et donc on voit que, en gros, jusqu'à 800 mètres par seconde, eh bien la survie, elle est de 100%. Et ensuite, elle diminue assez drastiquement, ce qui fait que au-delà de 1 km par seconde, 1 km par seconde, c'est monstrueux comme vitesse. 1 km par seconde, ça veut dire 3600 km/h. Du coup, le graphe de gauche, il est mesuré en abscisse en termes de vitesse, de vitesse. Et puis celui de droite, il est mesuré en termes de pression à l'impact, hein, parce que évidemment, quand vous avez un impact, ça exerce une pression sur le corps qui est lancé. Et donc, on a des pressions là qui atteignent aussi, là encore, le gigapascal. C'est 1 million de fois supérieur à la pression atmosphérique terrestre. Hein. C'est des pressions qui sont monstrueuses. Qu'on rencontre couramment dans des impacts de météorites, par exemple. C'est des pressions, même les impacts de météorites, c'est des pressions qui sont même encore plus importantes que celles-ci. Donc ça a permis de savoir, de connaître à peu près la résistance à l'impact de ces tardigrades. On a étudié aussi le temps pendant lequel ils se remettent pour ceux qui ont survécu. Donc normalement, un tardigrade sort de sa cryptobiose en 6 à 8 heures. Alors que là, vous le voyez que quels que soient les tirs et quelles que soient les pressions d'impact, il leur fallait au moins une vingtaine d'heures, voire plus, pour se remettre. Donc même les survivants étaient relativement choqués quand même. Après, cette étude, elle a des limites. Par exemple, on n'a pas étudié si ces tardigrades étaient capables de se reproduire après les impacts. Parce que tout ça, ça prend du temps, et donc ce sera le sujet d'un papier suivant. Mais du coup, on sait à peu près du coup la résistance de ces animaux, et ça nous permet, alors, a priori, donc les auteurs de l'article qui est là ont été interrogés par Science, qui est un autre grand magazine scientifique, et donc d'après eux, ces tardigrades n'ont pas survécu. La vitesse d'impact de Bereshit sur la Lune était inférieure à cette vitesse limite que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui était de 800 mètres par seconde. C'est normalement la vitesse d'impact de Bereshit, c'est quelques centaines de mètres par seconde, mais peut-être pas 800. Par contre, comme Bereshit était fait en métal, il est très probable que la pression à l'impact ait été bien supérieure à 1 gigapascal, ce qui fait qu'il est probable que ces petits machins sont certainement en morceaux et pas en un seul. Quoi qu'il en soit, hein, quand bien même on imaginait, si même on pouvait imaginer que l'impact ne les avait pas complètement disloqués, on se retrouve quand même dans une situation où on a un sol dont la température oscille entre moins 100 et plus 100 degrés, avec des rayonnements qui sont extrêmement intenses. Et quand on dit que les tardigrades résistent à ces rayonnements, ils y résistent certes, mais pas éternellement non plus. Donc effectivement, la surface de la Lune est une surface qui est extrêmement hostile et sur laquelle, a priori, il y a peu de chances pour que ces tardigrades aient résisté. Par contre, ça permet, et je vais terminer là-dessus, ça permet aussi d'essayer de prévoir et de calculer les futures missions d'exploration du système solaire, puisque dans les décennies qui viendront, eh bien, on va envoyer des sondes vers des endroits où on pense que potentiellement la vie peut exister. C'est pas forcément sur Mars, l'endroit où on pense qu'on a le plus de chances de trouver de la vie, c'est plutôt plus loin, autour de Jupiter et de Saturne. Vous savez qu'autour d'elle, il y a des lunes qui sont des lunes glacées. Autour de Saturne, par exemple, on a une lune qui s'appelle Encelade, donc elle est recouverte de plusieurs dizaines de kilomètres de glace. Autour de Jupiter, effectivement, papy, c'est Europe, qui est là-bas. On est maintenant quasiment certain que sous la croûte de glace de Europe et Encelade, il y a un gigantesque océan d'eau liquide, tiède et salée, c'est-à-dire où toutes les conditions sont réunies pour que, a priori, la vie puisse démarrer. Ça ne veut pas dire qu'elle y est, ça veut dire qu'il faut aller voir.
Et une des premières choses qu'on fera, c'est pas creuser 30 km de glace pour aller nager dans les océans, c'est déjà essayer de toucher cet océan en restant dans l'espace. Comment est-ce qu'on peut faire? Avec Europe par exemple, si vous regardez ici au sud, au pôle sud de Europe, et bien vous voyez qu'il y a comme des espèces de griffes. Ouais, c'est griffé, on appelle ça d'ailleurs les griffes de tigre en bas. Et ça en fait, ce sont des failles dans la glace de Europe. Et on sait, parce que justement des sondes sont passées là-bas, donc Cassini par exemple, quand Cassini est passé à côté du pôle sud d'Encelade, eh bien, elle a vu que de ces failles, hein, vous le voyez, hein, on voit la ligne de failles, eh bien, il y a des geysers d'eau qui projettent de l'eau dans l'espace. De l'eau qui vient directement de l'océan sous-jacent. Et du coup, évidemment, c'est cette eau qu'on voudrait récolter, analyser, parce que déjà, on voudrait connaître sa composition. Mais ensuite, si jamais il y a des choses d'intérêt biologique et microscopique dans l'eau, pourquoi pas avoir des choses qu'on pourrait capter dans ces geysers. Et ça serait beaucoup plus simple que de se poser dessus et d'aller creuser. Donc là, on pourrait goûter l'eau des océans souterrains d'Encelade en récoltant tout ça. Encore faut-il ne pas arriver suffisamment vite sur ces échantillons pour que, comme ces tardigrades, on les éclate à cause de la vitesse. Quand on voyage dans l'espace, les vitesses sont colossales. Elles sont rapidement supérieures à plusieurs kilomètres par seconde. Et donc du coup, ces études qui ont été faites sur ces tardigrades nous permettent aussi de commencer à dresser des limites qui nous permettent de dire si on veut récolter des échantillons, des potentiels et hypothétiques échantillons microscopiques d'intérêt biologique, eh bien il ne faudrait pas forcément aller trop vite, parce que si on va trop vite, eh bien justement on va avoir des soucis, parce qu'on va les éclater en morceaux. Voilà. Même situation sur Mars, des tardigrades pourraient survivre. Alors, a priori non, parce que Mars est extrêmement hostile aussi. Déjà parce qu'il y a une atmosphère très faible, donc la pression y est naturellement très faible. En plus, les températures avoisinent les moins 60 degrés. Comme l'atmosphère est très faible, Mars est baigné par des rayons cosmiques et par des rayonnements genre UV qui sont extrêmement agressifs. Et pour couronner le tout, le sol de Mars est très riche en espèces chimiques qu'on appelle des perchlorates. Et les perchlorates, c'est des espèces extrêmement réactives qui oxydent très rapidement. En gros, les perchlorates, c'est ce que tu utilises pour te blanchir les cheveux. C'est des produits chimiques qui sont très très réactifs. Et donc, tout ça cumulé fait que, alors si tu me demandes mon avis, je vais parler à mon titre à moi, à mon avis, je pense qu'il est extrêmement improbable qu'on puisse trouver à la surface de Mars des choses aussi grosses que des tardigrades ou des choses biologiques d'intérêt. Qu'est-ce qui pourrait se passer en dessous? J'en sais rien, c'est plus sujet à questionnement, mais à la surface, Mars est quand même extrêmement hostile. Voilà. Pourquoi, Papymolus, cette lune est importante? Elle est importante parce que c'est l'un des seuls endroits dans le système solaire où on sait qu'il y a un océan d'eau liquide. Et on sait que sur Terre, la vie est apparue en partie grâce au fait qu'il y avait justement cette eau, qui est un solvant universel dans lequel plein de réactions chimiques peuvent se faire, des réactions chimiques qui ne peuvent pas se faire autrement. Ça ne veut pas dire que la vie dans l'univers existe forcément quand il y a de l'eau, mais ça veut dire que quand il y a de l'eau, en tout cas, on pense qu'il y a quand même pas mal de chances de trouver des formes de vie qui pourraient ressembler à la nôtre. Donc tant qu'à rechercher des formes de vie dans l'univers, autant commencer par chercher les trucs qu'on connaît un peu et voir si on peut trouver ailleurs des conditions qui y ressemblent. Or, la vie, de ce qu'on en sait sur Terre, basiquement, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'eau, elle a besoin d'éléments chimiques, du phosphore, du carbone, du calcium, etc., de l'azote, dans des proportions diverses et variées. Et on a besoin d'énergie. Alors sur Terre, l'énergie, c'est essentiellement la chaleur du soleil, mais au fin fond des océans, au fond de la fosse des Mariannes, sous des pressions monstrueuses et à des profondeurs de 11 km, des profondeurs tellement grandes qu'aucun rayon solaire n'arrive en bas, au fond de la fosse des Mariannes, il y a des formes de vie. Parce qu'elles ont de l'eau, parce qu'elles ont des produits chimiques, elles ont des
les éléments nécessaires, et l'énergie, il ne la trouve pas dans la lumière, mais dans la chaleur des sources hydrothermales qui sont à côté. Donc on ne fait pas de la photosynthèse, on fait de la chimiosynthèse. Et ça, c'est à peu près ce qu'on est sûr de trouver sur Europe. Voilà pourquoi Europe nous semble un corps d'intérêt, en tout cas pour les prochaines décennies, à aller visiter. Et ce qu'on sait donc avec l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que si on y va, eh ben, il ne faudra pas qu'on y aille trop vite, effectivement, et on peut déjà commencer à se donner des bornes pour essayer de ne pas éclater les éventuels micro-morceaux qu'on pourrait trouver dans ces geysers. Si on en trouve, évidemment, j'ai jamais dit qu'il y en avait, c'est pour ça que ces prochaines décennies vont être absolument passionnantes. Alors, Europe ou Encelade? Eh ben, je termine avec ça. Et puis on aura fini pour aujourd'hui parce que ça fait partie de l'article aussi. J'étais pas sûr de vous le dire maintenant que tu me le poses la question, Poupoule. Eh ben je te la montre. Hop, ils se sont aussi posé la question. Alors entre Europe et Encelade, clairement la réponse c'est Encelade. Sur le graphe de gauche, vous avez la vitesse orbitale, donc la vitesse des éléments qui tournent autour de ces deux astres, qui n'ont pas la même masse, qui ne sont pas autour de la même planète, donc ça change. Et en fait, tu vois déjà que autour de Encelade, la vitesse moyenne est en dessous du kilomètre par seconde. Alors que pour Europe, la vitesse moyenne dépasse le kilomètre par seconde. Donc déjà, si on a des éléments qui tournent, ils tourneront moins vite autour de Encelade. Et si on fait un espèce de zoom et qu'on va sur la partie de droite, pardon, excusez-moi, dans ma vidéo c'est inversé, là cette fois-ci, donc on a toujours l'altitude en abscisse et en ordonnée, justement, on a cette fameuse pression d'impact qu'on avait tout à l'heure et qu'on peut simuler à la fois pour une rencontre avec Encelade et avec Europe. Donc cet impact qui peut se faire sur différents matériaux, hein, on connaît la résistance de différents matériaux à l'impact, de l'or, de l'indium, de l'aluminium, du cuivre. Donc on voit que les résistances à l'impact sont effectivement très différentes entre Europe et Encelade, parce que si on envoie une sonde, elle sera métallique. Et là encore, une fois de plus, il vaut certainement mieux aller autour de Encelade, parce que tu vois que les pressions d'impact autour d'Encelade seront inférieures à la résistance des tardigrades par rapport à Europe, où les impacts seront supérieurs. Évidemment, cette étude est extrêmement limitée, puisque là, on ne parle que des tardigrades. Évidemment, il n'y a quasiment aucune chance qu'il y ait des tardigrades ni sur Europe ni sur Encelade. Il peut y avoir des choses qui sont beaucoup plus petites, évidemment. Un tardigrade, c'est déjà relativement gros, ça peut faire jusqu'à 1 mm. Donc plus un organisme est gros et plus il est sensible à l'impact, plus les organismes sont petits et plus ils sont résistants. Donc c'est pas parce qu'un tardigrade ne survivrait pas à l'impact qu'une bactérie n'y survivrait pas. Donc effectivement, il faut bien garder cette étude dans les limites dans lesquelles elle se situe. On n'a pas une réponse qui est absolue, mais juste on apporte petit à petit des réponses élémentaires sur des questions précises qui font que le temps venant, on finira par avoir une vue complète et globale qui nous permettra de dimensionner des sondes qui iront voir finalement si la vie existe ailleurs dans le système solaire. Voilà. Et bien j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous propose que l'on se retrouve dans un mois, donc le premier mercredi du mois de juillet. Il fera certainement plus chaud et plus beau. D'ici là, je vous retrouverai deux nouveaux articles sur l'astronomie, l'univers, je ne sais pas encore. Et puis on en reparlera ensemble. Voilà. Merci beaucoup à tous, toujours ravi que ça vous plaise. Bonne continuation. Restez curieux et au revoir à tous et à toutes. Salut, salut!